c'est que les masques que l'on a mis, tous ces personnages qu'on s'est créés pour justement obtenir de l'amour, si du jour au lendemain ces masques tombent et ce personnage, il n'est plus là, derrière, est-ce que ces personnes vont continuer à nous donner de l'amour? Et c'est ça la grande peur qu'on a en fait. C'est qu'on a peur de ne plus recevoir cet amour parce qu'on croit que seul le personnage a le droit d'être aimé en fait. Seul ce masque-là nous permet de générer de l'amour. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salési, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de se ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix, en harmonie, lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui sont aujourd'hui conscientes qu'elles sont sur la Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le thème qui est vraiment super important, que j'aime beaucoup, comment mieux vivre le jugement des autres. Ce thème m'est cher personnellement parce que je dois vous avouer que ça a été une des peurs que j'ai eu le plus à affronter, qui pour moi a été un véritable frein dans beaucoup de choses que j'ai fait. J'ai beaucoup été en réaction face au jugement des autres, de la société et tout cela. Si vous avez vu le TEDx que j'ai pu faire sur justement que j'ai intitulé Être soi et qui avait pour thème To be outside of the box, ce sujet était vraiment la pierre angulaire et je vous invite à voir un petit peu le TEDx si vous ne l'avez jamais vu. Vous le tapez dans YouTube, vous devrez le retrouver assez facilement, mais il aborde vraiment très bien cette idée de comment vivre le jugement des autres. Donc du coup, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est en différents points, je vais déjà vous montrer comment ça se fait que cette peur, elle est née en nous, comment ça se fait que nous avons cette peur. Je vais aussi vous parler un peu des conséquences, quelles sont les conséquences de vivre avec une telle peur, et je vais donc partager avec vous la clé principale pour s'en détacher, et la raison pour laquelle vous souhaitez et vous allez créer cette clé dès la fin de ce podcast. Donc allons-y, partons tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce que cette peur du jugement, elle naît? Avant de partager vraiment c'est quoi la peur du jugement, comment elle naît, j'aimerais vraiment qu'on puisse déjà expliquer ce qu'on appelle peur du jugement. La peur du jugement des autres. C'est vraiment cette idée que l'on a que si on fait quelque chose, il va avoir un impact négatif venant des autres. C'est-à-dire que le lien que l'on a avec d'autres personnes ou d'autres choses va être abîmé ou rompu à cause de ce que l'on va faire, d'une action ou de juste être nous-mêmes en fait. On est nous-mêmes et cela crée un désaccord, une désharmonie avec ce qui nous entoure. Donc cette peur, justement, c'est un peu la peur de ce qu'on appelle le jugement. C'est à ce moment-là, quelqu'un arrive et un juge arrive et vous dit « Ah bon, tu es comme ça toi alors ? Désolé, ce lien-là, on va devoir le rompre, ou tu vas devoir subir quelque chose parce que tu es ainsi, ou tu as fait cela, ou tu possèdes cela. » Cette idée-là que l'on a à l'intérieur de nous, forcément, elle n'a pas débarqué comme ça en fait. On n'est pas né avec cette espèce de juge-là, en quelque sorte. Et j'aimerais vraiment que l'on remonte un petit peu sur comment se forge le caractère d'une personne pour que l'on puisse comprendre exactement comment est née cette peur du jugement des autres. Donc pour cela, j'aimerais vraiment qu'on reparte de notre enfance
et du système d'éducation qu'on a eu avec nos parents. Pour beaucoup de personnes, peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde, chacun a un système d'éducation, on va dire, qui est le sien, mais disons que la base est souvent similaire, c'est qu'elle fonctionne en fait sur la base de récompense et de punition. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, ou tu es quelque chose, ou tu as quelque chose qui, aux yeux des parents, est quelque chose de bien, de positif, alors à ce moment-là, tu es récompensé. Et au contraire, si tu fais, ou tu es, ou tu as obtenu quelque chose de mauvais aux yeux de tes parents, tu es puni. Le problème dans ce modèle, c'est que pour beaucoup de personnes, on va dire qu'il y a quand même un déséquilibre entre la quantité de récompenses qu'on a eue et la quantité de punitions. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, on se souvient beaucoup plus des punitions que l'on a eues que des récompenses. Et donc forcément avec ce déséquilibre-là, si on a été beaucoup plus impacté par la punition, cela a créé en fait chez nous bien beaucoup plus de douleur que de bien-être. Parce que forcément quand on est récompensé, on est heureux, cela crée un sentiment positif chez nous. Et lorsqu'on est puni, généralement, on a une sensation de souffrance, on a une douleur, on a une sensation d'injustice aussi qui vient avec elle. Donc cela crée des émotions négatives. Et donc il faut voir que notre société, c'est pas simplement nos parents, mais si on regarde bien, quand on grandit de plus en plus, nos parents font cela, nos grands-parents font cela, les différents membres de notre famille qui veulent être plus âgés vont aussi jouer ce rôle justement de la personne qui va nous apprendre en fait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc forcément le but de cette éducation que nous donnent nos parents, c'est que nous puissions nous comprendre ce qui est bien et ce qui est pas bien, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on fasse la différence entre le bien et le mal. Cette idée-là, forcément, elle va être renforcée à chaque fois par les différents éducateurs, les différents mentors que l'on va avoir au cours de notre vie. Cela va être nos parents, ça peut être d'autres membres de la famille, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents. Ça va se faire aussi à l'école, forcément, avec les professeurs que l'on va avoir. Et puis avec les différents aussi, donc on va arriver dans le monde professionnel, avec les collègues que l'on a, avec les patrons que l'on va avoir. Et puis la société aussi elle-même, qui est régie par certaines lois, forcément, va créer en fait une certaine forme de règles à respecter. Et donc au fur et à mesure qu'on grandit, on va créer nous aussi ce même schéma à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va se créer nous-mêmes cette espèce de mentor, d'éducateur dans notre tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va pouvoir se détacher un peu de l'impact des autres, c'est-à-dire qu'on va être nous-mêmes capables de devenir juge. On va créer à l'intérieur de nous le juge et la victime du jugement. Donc on va avoir ces deux archétypes qui vont de plus en plus devenir prendre de la place à l'intérieur de nous. Donc, sans avoir besoin de personnes extérieures, on va nous-mêmes être capable de se dire en soi qu'est-ce qui est bon de penser, qu'est-ce qui est bon de ressentir, qu'est-ce qui est bon de faire, et qu'est-ce qui n'est pas bon de faire, qu'est-ce qui n'est pas bon de ressentir, etc. Et de même, on va aussi se mettre automatiquement soi-même, en fonction de ce que le juge a dit, en position de victime ou pas. C'est-à-dire, si le jugement a été dit que nous sommes coupables d'avoir mal pensé, d'avoir mal agi ou d'avoir mal ressenti quelque chose, eh bien, on a derrière une punition. Et c'est normal, on doit être puni. La chose, c'est que derrière ces deux personnages aussi, il y a quand même un troisième personnage qui va naître au fur et à mesure, et on le voit bien souvent lors de l'adolescence que ce personnage prend le plus de forme, c'est le rebelle. On aura au bout d'un moment tendance à se dire attends, mais le juge il est quand même assez injuste. Il y a certaines règles qu'on va se dire non mais c'est pas du tout juste, j'aime pas ces règles-là, et donc on va vouloir se rebeller contre le juge et lui dire je n'accepte pas la punition, je ne veux plus être dans la position de victime. Et donc on développe aussi au fur et à mesure ce rebelle qui lui va en gros avoir le rôle de trouver l'équilibre entre les règles qui sont justes et les règles qui sont injustes et d'essayer de rétablir cet ordre.
Alors bien sûr, on a tendance, quand on voit les choses comme ça, à se dire en gros le juge c'est le grand méchant, c'est celui qu'il faut détrôner, qui abuse de son pouvoir, parce qu'il victimise justement la victime, il la fait souffrir. Mais ce que je vous invite vraiment à prendre du recul, c'est pas forcément de se dire ok le juge il est méchant, il est mauvais, de lui mettre une étiquette en fait. L'idée c'est vraiment de voir le juge juste comme un exécutant. Parce que le juge, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que exécuter les lois qui lui sont données. On lui donne un texte de loi et on lui dit tu dois faire respecter ces règles-là. Du coup, là-dedans, ce n'est pas forcément le juge, le bourreau, en fait, qu'il faut aller essayer de se rebeller contre, mais c'est vraiment contre la loi qui a été établie. Cette loi, comment elle est établie, justement? Eh bien, par, comme je vous l'ai dit, nos éducateurs, mais aussi les différentes expériences de vie que l'on va avoir, les différentes codes qui vont nous être donnés par la société, par notre culture, par la religion aussi. Tout cela va former en fait un schéma de règles que l'on va instaurer à l'intérieur de nous. Et plus on va grandir, en gros, on va créer le juge à l'intérieur de nous qui va prendre le rôle de respecter ces règles. De faire respecter ces règles, pardon. Donc du coup, là je vous ai expliqué un petit peu comment se crée le jugement, tout simplement, et pas forcément le jugement de l'autre. Mais si on veut se détacher alors du jugement de l'autre, prenons vraiment les exemples de notre vie dans lesquels on a fait quelque chose, ou bien pensé d'une certaine manière, et que cela a eu un impact négatif envers le lien que l'on a avec les autres. Donc déjà, premièrement, ça commence, comme je l'ai dit, avec les parents. Généralement, c'est la récompense qu'on reçoit. Elle n'est pas simplement, on va dire, matérielle, mais bien souvent dans un regard, dans un geste, dans l'expression de l'amour de nos parents. C'est-à-dire que, pour beaucoup de personnes, lorsque l'on va être puni, on va se dire, si je fais pas ça, je n'ai pas le droit de recevoir l'amour de mes parents. C'est ça la punition en fait. Parce que on voit et on interprète le geste de nos parents comme un manque d'amour. On se dit que nos parents nous punissent parce qu'on est méchant et on ne mérite pas d'avoir de l'amour, en quelque sorte. Et c'est un peu cette interprétation-là qui crée justement aussi derrière la peur du jugement des autres. Ce n'est pas vraiment la peur du jugement de l'autre, mais c'est plus la peur de ne plus recevoir d'amour des autres. Et si on extrapole encore plus, on pourrait juste formuler la phrase comme la peur de ne plus recevoir d'amour, tout court. Donc si je résume ce que j'ai pu dire, c'est que nous avons aujourd'hui créé en nous, par notre éducation, par nos expériences de vie, un système de règles qui va régir et nous permettre de savoir si on est capable, si l'on peut, si on a le droit, si je peux dire, de recevoir de l'amour ou pas. Nous avons vraiment interprété les choses comme cela. Les différentes règles que l'on a sont basées là-dessus. Donc, la peur du jugement de l'autre va vraiment revenir à se dire si je fais quelque chose, derrière, je ne mérite pas ou je mérite d'avoir de l'amour venant des autres. Les conséquences vraiment de cette vision des choses, du jugement, d'avoir peur du jugement de l'autre, c'est qu'on va avoir tendance à se limiter et se conformer. Bien sûr, si je viens et je vous dis, ok, si tu agis et tu deviens ce que je veux, à ce moment-là, je t'aimerai. Mais si tu deviens quelque chose de différent ou tu fais des choses différentes, à ce moment-là, je t'aimerai plus. Est-ce que si vous tenez à cette personne-là, si l'amour que l'on vous donne est très fort, et qu'en gros, je vous dis du jour au lendemain, c'est comme si je vous dis, tu sais, tout l'amour que je te donne tout le temps, là, à partir de demain, j'arrête de te le donner. Je ne te donnerai plus cet amour-là, tu ne recevras plus cet amour. Forcément, derrière, on va se dire, non, mais c'est pas possible, je ne peux plus vivre sans cet amour, c'est juste impossible. Imaginez que vous avez une relation fusionnelle avec quelqu'un, avec vos parents, avec un frère, une sœur, un membre de votre famille, ou bien même un conjoint ou un ami, ou
qu'importe. Et du jour au lendemain, on vous dit, c'est fini, t'as plus le droit d'avoir cet amour-là. Vous allez ressentir une douleur qui est très vive, vous allez ressentir un manque énorme. Et cette douleur-là, forcément, personne ne veut la recevoir. Et donc, forcément, ça crée ce besoin de se conformer, de suivre les règles que nous ont données les personnes. Quelles sont les conséquences du jugement des autres? La première de ces conséquences, c'est qu'on se limite et qu'on va se conformer. On va essayer de créer un personnage à partir des règles que l'on nous a données. On va essayer de devenir quelqu'un, même si on ne l'est pas. Ce n'est pas grave, du moment qu'on reçoit de l'amour, et même si cette image que l'on donne n'est pas vraie, c'est pas grave. On va créer ce personnage-là parce que ce personnage-là, il a le droit de recevoir de l'amour selon les règles qui ont été données. Et donc, derrière, qu'est-ce qui se cache? C'est vraiment le détachement total de soi, en fait. Plus l'on va rentrer dans le schéma de la peur du jugement des autres, et plus on va se détacher de soi jusqu'à devenir une personne qui est totalement différente de qui l'on est réellement. Une image que j'aime beaucoup pour comprendre cela, c'est un peu de se dire que les règles sont un peu comme les outils qu'utilise un sculpteur pour faire une œuvre d'art. C'est-à-dire, vous voyez vraiment comme un sculpteur, il a un bloc, un rocher devant lui, et il va faire de ce rocher une œuvre d'art, il va commencer à la sculpter. On pourrait dire que le sculpteur pourrait se baser uniquement sur ce que lui il connaît, sa vision des choses, et donc créer une œuvre d'art à partir de ce qu'il a dans sa tête et uniquement cela. Donc à ce moment-là, il va tailler et il va obtenir quelque chose que lui souhaitait créer. Et vous pouvez avoir un autre sculpteur, comme beaucoup d'artistes par exemple, qui vont vous dire qu'ils sont capables d'aller voir dans la roche, de se dire mais en fait c'est comme s'il existe déjà une sculpture à l'intérieur de cette roche, et que eux, leur seul travail, c'est d'aller enlever la matière qui est superflue. C'est-à-dire que pour eux, dans leur vision, ils ne sont pas en train de créer quelque chose, ils ne sont pas en train d'interagir dessus, mais ils sont juste en train de révéler ce qui existe déjà. Cette manière de voir les choses est vraiment totalement différente parce que ça permet de prendre conscience que il a déjà un potentiel en fait dans cette pierre et qu'il y a un sculpteur qui va développer ce potentiel, qui va l'exploiter, et un autre qui s'en fout totalement et qui le rejette et qui va se dire non, cette pierre elle doit ressembler à ce que j'ai envie, ce que je veux, et c'est tout, et je m'en fous du potentiel de cette pierre. Dans les deux cas, généralement, si vous tombez devant une œuvre d'art où il y a eu cette personne qui a eu cette connexion, qui a pris le temps de vraiment chercher l'énergie là qu'il y avait et se concentrer sur elle et la développer, la faire en sorte qu'elle émerge, vous allez être mais subjugué par une telle œuvre d'art. Normalement, vous devriez ressentir justement cette essence qu'il y a. Et généralement, dans les autres œuvres d'art qui ne sont que de pâles copies, qui ne sont que des œuvres d'entraînement, si je pourrais dire presque, on ne ressent pas cela. On pourrait se dire, ok, il y a de la technique, c'est beau, ça a bien été fait, mais il manque quelque chose. Il n'y a pas ça. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le conformisme. Le conformisme ne fait que copier, ne fait que créer des pâles copies qui manquent de vie, qui manquent cette essence-là, qui manquent cette force, ce potentiel-là qui n'est pas développé. Et c'est ce qui se passe généralement à cause du jugement de l'autre. C'est que on a tendance à se ternir, à se vider de son essence essentielle. Et donc ça m'amène à vous parler justement de quelle est la clé principale pour se débarrasser de ce jugement. La clé principale, c'est l'acceptation de soi. Oui, je ne suis pas en train de vous révéler un grand secret. Non, c'est de pouvoir s'accepter soi-même tel que l'on est. Une des grandes peurs que l'on a lorsque l'on a peur du jugement des autres, c'est qu'en gros les personnes peuvent voir ce qu'il y a derrière le personnage que l'on a créé. C'est que les masques que l'on a mis, tous ces
personnage qu'on s'est créé pour justement obtenir de l'amour, si du jour au lendemain ces masques tombent et ce personnage, il n'est plus là, derrière, est-ce que ces personnes vont continuer à nous donner de l'amour? Et c'est ça la grande peur qu'on en a en fait. C'est qu'on a peur de ne plus recevoir cet amour parce qu'on croit que seul le personnage a le droit d'être aimé en fait. Seul ce masque-là nous permet de générer de l'amour et de recevoir de l'amour. Du coup, on se dit que si on modifie les règles que l'on s'est mis à l'intérieur de nous, c'est ce système de croyance que l'on a, si on le modifie, à ce moment-là, est-ce que les gens vont continuer à nous aimer? Est-ce que les gens vont nous voir toujours de la même manière si on change notre manière de penser, si on change ce que l'on ressent, si on change ce que l'on fait? Est-ce que les gens vont nous voir toujours de la même manière et est-ce qu'ils vont continuer à nous aimer? Donc, derrière, si maintenant on s'accepte soi-même, c'est-à-dire que on se regarde en soi, on se dit bah c'est simple, moi je décide d'enlever les masques et je décide d'accepter qui je suis et de me révéler ainsi devant tout le monde au grand jour. L'acceptation de soi va demander forcément de l'amour de soi. C'est-à-dire que avant de penser à ce que les autres nous donnent de l'amour, avant de réfléchir en tant que si j'ai besoin d'amour, je vais le chercher chez les autres et seulement les autres vont m'aimer. Si on développe cette capacité à s'aimer soi-même, à ce moment-là, si vous perdez une source d'amour, si par exemple un lien est brisé avec quelqu'un et que cette personne vous dit bah tu sais quoi, moi j'arrête de t'aimer, je te donne plus d'amour. Si vous êtes capable vous-même de générer de l'amour, est-ce que ça aura un impact aussi grand que si vous n'aviez pas cette capacité à vous auto-aimer, si je peux dire? Forcément non. Du coup, ça m'amène à vous faire prendre du recul par rapport à l'idée que l'on a sur le regard des autres. Généralement, le regard des autres, c'est pas ça qui nous fait peur, mais c'est juste le regard que l'on porte à soi-même. Généralement, ce que l'on a peur et qu'on se dit ok, j'ai peur de faire ceci ou j'ai peur de penser cela parce que les gens vont réagir différemment, généralement non, c'est juste que on se dit que si on agit comme ça ou on pense comme ça et qu'on se regarde dans le miroir, est-ce que nous on va toujours s'aimer en fait? Est-ce qu'on arrivera à se regarder dans le miroir si on fait cela? Et généralement, c'est plutôt ceci qui nous freine en fait. Ce n'est pas le regard des autres, c'est le regard de soi. Et les gens ne sont que des reflets en fait de nous-mêmes et ils vont l'exprimer. Et donc, c'est vraiment cette peur-là qui est la principale. Parce que derrière, si nous-mêmes on se regarde et on voit dans le miroir quelque chose qui ne nous plaît pas, quelle est la déduction que l'on va en faire? Si moi-même je ne m'aime pas, comment les autres pourraient m'aimer en fait? Ça semble super logique. C'est si moi je m'aime pas, je vois pas en quoi les autres pourraient trouver quelque chose, une raison de m'aimer. Et donc, ce schéma, forcément, il est mais toxique. Il est vraiment très virulent envers soi-même. Donc la clé, comme je vous dis, la clé vraiment principale pour se débarrasser du jugement des autres ou bien d'accepter beaucoup plus facilement le jugement des autres, c'est d'abord d'accepter son propre jugement que l'on fait sur soi, d'accepter comment nous on se voit et de s'aimer malgré ce que l'on voit, de pouvoir continuer à donner de l'amour malgré ce qu'on voit dans le miroir. Je me regarde dans le miroir et je m'aime. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce que je fais, qu'importe ce que je pense, qu'importe l'émotion que je ressens actuellement, qui est à l'intérieur de moi, je décide d'aimer la personne que je vois en face du miroir. Dès que l'on arrive à créer cela, à se mettre cette règle à l'intérieur de nous, et à se dire que c'est ça la règle que je vais suivre, qu'importe qui je suis, je vais me donner de l'amour. Qu'importe ce que je fais, je vais me donner de l'amour. Qu'importe ce que je pense, je vais me donner de l'amour. Qu'importe ce que je ressens, je vais me donner de l'amour. Si on a ces règles qui sont à l'intérieur de nous, alors à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile de voir que si on est capable de s'appliquer à soi-même ces règles-là, on va pouvoir les généraliser pour se dire qu'importe ce que les gens voient de moi, ils vont m'aimer.
Qu'importe ce que les gens pensent de moi, ils vont m'aimer. Qu'importe ce que les gens ressentent par rapport à moi, ils vont m'aimer. Je recevrai toujours de l'amour, quoi qu'il se passe. Le monde extérieur continuera à me donner de l'amour, qu'importe ce qui se passe, parce que moi, je continuerai déjà à me donner de l'amour, qu'importe ce qui se passe. Cette règle, en se la créant et en se l'appropriant, déblaye totalement et balaye toute forme de jugement des autres et de peur du jugement des autres. Alors bien sûr, comme je vous le dis comme ça, vous allez me dire, ah, Miguel, c'est super beau, j'aimerais trop moi vivre avec une telle règle à l'intérieur de moi et de vraiment me dire, ça me semble super logique, ça me semble vraiment être ok, oui, c'est très beau ce que tu dis, mais comment on fait ça? Parce que je sais très bien, j'ai déjà essayé moi de me regarder dans le miroir, de me dire je m'aime, mais ça ne dure pas. Il y a des moments où ça ne reste pas. Et bien justement, je vais vous parler, justement vous donner quelques clés pour que vous puissiez revenir à cette acceptation de soi et cet amour de soi, comment est-ce que se réaligne avec cela. Pour ça, j'aimerais vraiment vous amener une petite image, en fait, un petit concept que j'appelle le concept des étiquettes. Et pour cela, vous voyez, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez le jeu dans lequel on prend un post-it, on note quelque chose, on le colle sur le front de quelqu'un, et cette personne doit deviner qui il est. Eh bien, est-ce que vous êtes conscient qu'on joue à ce jeu-là inconsciemment tous les jours avec les personnes avec qui l'on discute, les personnes que l'on rencontre, et même avec soi-même? On est constamment en train de se poser la question de quelle est l'étiquette qu'il y a sur cette personne et sur moi-même. Quelle est l'étiquette? Cette personne-là, quand elle me regarde, elle voit quelle étiquette? Quelle est l'étiquette que moi aussi je vois sur cette personne en fait? Nous sommes constamment en train de jouer à ce jeu-là. Maintenant, si vous voyez chaque personne que vous croisez et vous êtes en train de vous demander quelle est l'étiquette que voit cette personne-là, et que vous dites par exemple, ma mère, elle me voit comme le fils modèle. Mon père, lui, me voit comme un moins que rien. Mon tonton, lui, me voit comme quelqu'un qui passe son temps à jouer tout le temps. Ma compagne me voit comme quelqu'un sur qui elle peut compter. Mon enfant me voit comme ci, comme ça. Et si vous êtes tout le temps en train de vous demander, vous poser cette question-là, eh bien, c'est comme si cette étiquette que vous avez sur vous, elle est constamment en train de se modifier. Par contre, si vous avez vous-même créé une étiquette et que vous avez mis cette étiquette et qu'importe la personne qui vous croise, elle voit exactement la même chose dessus. C'est la même chose qu'elle voit. Quand mon père me regarde, il va voir Gaël. Quand ma mère me regarde, elle va voir Gaël. Quand ma compagne va me voir, elle va voir Gaël. Quand mon fils va me voir, il va voir Gaël. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Du coup, est-ce que j'aurais besoin moi-même de me poser cette question constamment? Non, je la connais la réponse. Je sais à chaque fois que la réponse c'est Gaël. Donc je n'ai plus besoin de me poser la question de que pensent les autres. Et la clé là-dedans, comme dans le jeu du post-it, imaginez que vous jouez à ce jeu du post-it et c'est vous en fait qui écrivez sur le post-it et que vous collez ce post-it sur vous. Le jeu, il n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus besoin, plus personne devine. Si on demande à chacun de, ok, voilà les règles du jeu, maintenant vous prenez un post-it, vous écrivez ce que vous souhaitez dessus et vous le collez sur votre front. Et maintenant, le but du jeu, c'est de deviner qu'est-ce qui est écrit sur le post-it qui est collé sur votre front. En 2 secondes, tout le monde a gagné, c'est bon, c'est fini, le jeu il est terminé. Eh bien, c'est la même chose. On a la possibilité, nous, à chaque instant, de pouvoir cesser ce jeu incessant que l'on a. Parce que on a la possibilité de mettre ce que l'on veut sur ce post-it. C'est nous qui avons le stylo dans les mains. C'est nous qui avons le post-it. Les règles du jeu sont vraiment de définir qui l'on est. Et c'est vous seul qui le faites. Ce n'est pas par les autres,
Ce n'est pas le monde extérieur qui va définir, mais c'est de reprendre le contrôle et de redéfinir qui vous êtes. Parce que, qu'est-ce qui se passe généralement lorsque nous-mêmes, on ne connaît pas en fait ce qui est écrit sur le post-it? Qu'est-ce qu'on va passer? On va passer son temps à aller voir les gens et leur dire, tu sais, j'ai un post-it sur moi et je vais te poser une question et tu vas me faire deviner quel est écrit sur mon post-it. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Si on passe son temps à faire cela, eh bien, certaines personnes vont regarder le post-it et, comme dans le jeu, vont juste vous donner des indices. Mais dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de dire à la personne directement, bah tu sais, c'est écrit Gaël sur ton post-it. Non, on peut juste lui dire, oui, tu es un homme, non, tu n'es pas un homme, mais c'est que des indices. Et le monde extérieur fonctionne de la même manière tous les jours. Quand vous allez voir les gens et vous leur demandez, vous agissez d'une certaine manière, et vous faites des choses et vous voyez leur réaction, ils vous donnent des indices sur ce qu'ils peuvent lire de votre post-it. Mais à aucun moment, quelqu'un ne pourra vous donner cette information. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de lever votre main, prendre le post-it et le regarder et lire dessus ce qui est écrit. Car vous êtes la seule personne au monde capable de pouvoir le lire directement, sans filtre, sans être biaisé. Vous pouvez lire ce qui est écrit sur ce post-it. L'erreur que nous avons fait pour beaucoup, c'est que nous avons laissé des gens coller de nouveaux post-it sur celui qu'il y a à l'origine. Si vous regardez à votre naissance, vous êtes né avec un post-it d'origine, mais au fil du temps, au fil de votre avancement, par justement les règles et l'éducation qui vous a été donnée par vos parents, par vos mentors, par la société, par votre culture, par les codes culturels, par l'éducation que vous avez reçue, tout ceci, c'est comme si on est venu poser des post-it supplémentaires sur celui d'origine. Et donc, forcément, vous êtes perdu au bout d'un moment. Mais, comme je le dis, vous avez la possibilité chaque jour de pouvoir décoller tous ces post-it et revenir au post-it d'origine et d'exprimer celui-ci. Donc, on fait souvent face à différentes difficultés dans ce jeu des post-it, justement, c'est soit au bout d'un moment, on est submergé d'étiquettes et on ne sait plus laquelle est celle d'origine, donc on n'arrive pas à savoir, soit on n'arrive nous-mêmes pas à lire, c'est-à-dire qu'on a vu notre étiquette, mais on n'arrive pas à l'interpréter, on ne sait pas lire, on n'a pas appris à lire en quelque sorte, ou juste notre étiquette elle est tombée et on n'en a plus en fait. On a l'impression de ne plus savoir qui l'on est, comme si on n'a plus du tout d'étiquette. Ces trois phases sont différentes phases de notre vie. Et la quête que l'on a justement, l'erreur que l'on fait, c'est d'aller chercher à l'extérieur en fait cette étiquette. D'aller se dire que c'est le monde extérieur par exemple qui va nous dire quelle est l'étiquette d'origine. De croire que c'est le monde extérieur qui va nous faire retrouver l'étiquette que l'on a perdue. Ou bien c'est le monde extérieur qui va venir nous dire et tu sais quoi, c'est moi qui ai mis cette étiquette sur toi, je crois pas qu'elle est vraie, allez je l'enlève. Non. Seuls nous pouvons faire ce travail parce que cette étiquette elle est inscrite à l'intérieur de nous et seuls nous pouvons savoir qui l'on est réellement. Le travail pour ça, je l'ai déjà partagé dans différentes vidéos, dans différents podcasts, qui est vraiment d'aller apprendre à se connaître, de travailler sur soi, de développer justement son véritable soi. Lorsque l'on sait rapprocher et quand l'on connaît son véritable soi et qu'on est capable de l'exprimer, à ce moment-là, on peut remettre un nouveau post-it, se débarrasser de tous les post-it et écrire sur ce qu'on veut, sur celui que l'on a. Pour ça, je vous donne rapidement les clés concrètement. C'est quoi? C'est d'apprendre à définir ses valeurs, apprendre à définir ses compétences, apprendre à définir ses priorités dans la vie. Ça, ce sont différentes méthodes qui nous aident à pouvoir se rapprocher véritablement de son soi, de connaître quelles sont nos aspirations, quel est le but de notre vie, si je peux dire, qui est-ce que l'on a envie d'être à la fin de notre vie. Généralement, ce sont des choses qui nous aident à se rapprocher de la connaissance de soi.
Et lorsque l'on retrouve cela, lorsqu'on se reconnecte à elles vont nous aider justement à filtrer à chaque fois les différents moments où quelqu'un arrivera devant nous, nous dira « Tu sais quoi ? Regarde, voilà l'étiquette que je colle sur toi » et que vous lui dites « Non, c'est pas vrai. Regarde l'étiquette que moi j'ai collée sur moi, je préfère la mienne. J'aime pas la tienne, n'essaye pas de coller une étiquette comme ça sur moi. C'est pas vrai. » Et que même si la personne elle arrive et elle colle cette étiquette-là, celle-ci tombera, elle ne restera pas en fait. Le fait de créer une étiquette sur laquelle vous êtes en accord, la véritable étiquette qui vous correspond et qui vous êtes, c'est comme si vous créez un espèce de bouclier autour de vous qui empêche les gens de venir coller des étiquettes en fait. C'est un peu comme si vous avez quelque chose qui enlève la colle de tous les post-it que les gens veulent coller sur vous. Du coup, même si quelqu'un arrive et vous dit « C'est pas vrai, toi t'es pas Gaël, toi t'es une méchante personne, toi t'es une plaie pour la société. » Donc quand quelqu'un arrive et veut coller une étiquette, celle-ci ne reste pas. Celle-ci s'envole directement parce que celle que vous avez est tellement bien accrochée à vous qu'elle est juste et elle seule suffit en fait. Vous n'avez plus besoin que les gens vous donnent une étiquette car vous aimez celle que vous avez, vous aimez celle qui est collée sur vous et pour rien au monde vous allez vous en détacher. Là est la clé. Créez cette étiquette, créez ce post-it, créez cette vision de vous qui vous correspond et dont vous êtes fier et que vous aimez. Et là, vous vous débarrasserez du regard des autres. Donc voilà ce qui conclut notre podcast du jour sur comment mieux vivre le jugement des autres. La question qui me vient tout de suite, c'est qu'est-ce que vous en retenez ? S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce que j'ai partagé aujourd'hui, ça serait quoi ? Entre comment est-ce que naît la peur du jugement, quelles sont les conséquences du jugement, quelle est la clé pour s'en détacher, cette idée de connaissance de soi et d'amour de soi, la raison pour laquelle on a besoin de recréer cet amour de soi et cette acceptation de soi. Parmi toutes ces idées, lesquelles vous retenez ? J'aimerais vraiment avoir votre retour et je vous invite donc à me partager cela. Si vous aussi vous avez eu un tilt, un déclic par rapport à ce que j'ai partagé aujourd'hui, eh bien je vous invite à le partager avec d'autres personnes. Faites-en profiter de ces idées. Aidez d'autres personnes à pouvoir entendre ce message et à pouvoir justement, elles aussi, se reconnecter à ce besoin d'acceptation de soi, à ce besoin d'amour de soi. Parce que je pense que derrière ces simples mots se cache une certaine vibration, se cache une certaine énergie d'harmonie et que simplement en écoutant ces quelques mots, quelques graines peuvent être plantées et permettre à chacun de se développer. Donc je vous donne pour ma part rendez-vous dès la semaine prochaine pour le prochain épisode de ce podcast Harmoniser sa vie. D'ici là, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Prenez soin de vous, à très vite. Li même gros moment, la cadeau.